Vous avez raison de m'applaudir par avance, pour deux raisons. La première, c'est que je ne fais pas de politique, comme vous le savez. Et la deuxième, c'est que je tiens une bonne grève, ça s'entend. Et par conséquent, malgré cela, j'ai déféré à l'invitation express de l'honorable et excellent Roland Hureau, qui est à ma droite. Bon, donc je vais vous parler de questions à la fois économiques et politiques, en vous faisant part à la fois de ce que je crois savoir et de ce que je crois ne pas savoir. Alors, deux observations préalables. L'une a déjà été faite, alors que les dirigeants politiques français dédaignent et abandonnent la procédure référendaire, qui était une clé de la Constitution de la Ve République. De façon improbable, mais heureuse, David Cameron a décidé de la faire jouer, alors qu'elle ne correspond pas aux usages du Royaume-Uni. Il faut donc l'en féliciter. Cela signifie une chose simple, l'Angleterre reste une vraie démocratie, alors que nous ne sommes peut-être plus une vraie démocratie autant qu'elle l'est. Et elle signifie aussi que les Anglais font de la politique, alors que nous faisons de plus en plus, quand on voit les hiérarques politiques qui s'élisent dans les médias, nous faisons de plus en plus de l'idéologie, comme le dit Roland Hureau, de la morale et de la communication. Il faut refaire de la politique, bien sûr. Et je voudrais souligner un point qui n'a pas été souligné bizarrement, c'est une situation sans précédent. Jamais un pays membre de l'Union européenne n'a imaginé de sortir du système européen. Bien au contraire, le principe a été d'accueillir toujours de nouveaux membres. Nous en sommes à 28 et on s'apprête à accueillir de nouveaux membres, semble-t-il. Et le pays concerné n'est pas le plus misérable de tous les membres de l'Union européenne, c'est le Royaume-Uni. C'est l'un des 3 pays qui comptent dans le système européen. Et c'est donc une situation sans précédent, et pour cette raison, il convient d'être relativement prudent sur les conclusions à tirer. Alors je vais vous parler de 3 points. Les arguments en faveur du oui, c'est-à-dire du maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne, du point de vue de ses partisans, bien sûr, du point de vue des Anglais partisans du oui, à commencer par le Premier ministre. Est-ce que le Brexit pourrait bénéficier à la France du point de vue même des partisans de l'Union européenne qui existent en France? Bon. Et le 3e point, comment la France pourrait-elle bénéficier de la situation nouvelle qui est créée par l'initiative de David Cameron, quel que soit le résultat du référendum le 23 juin prochain, que ce soit le oui ou que ce soit le non qui passe. Alors, les arguments du oui, à l'exception d'un seul, ils sont de pure opportunité et relèvent de la propagande. Risque d'entrave aux exportations de marchandises anglaises vers l'Union européenne. Peut-on imaginer un seul instant que, alors que l'Union européenne accueille des marchandises venant du monde entier, de toute l'Asie, de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud, de l'Océanie, de l'Afrique, de l'Europe de l'Est, du Moyen-Orient et du Proche-Orient, elle ferait entrave aux marchandises britanniques. Imagine-t-on Rolls-Royce subir des entraves dans ses exportations de moteurs vers les usines d'Airbus? Imagine-t-on les constructeurs japonais qui fabriquent des moteurs d'automobiles au Royaume-Uni cesser d'approvisionner leurs usines nombreuses installées sur le continent européen? Cela est absurde. Bon, laissons tomber. Deuxième argument, un peu plus réaliste, risque de décrochage de la livre sterling. C'est probable. En cas de non, la livre sterling serait dépréciée. Mais je n'imagine pas un effondrement de la devise anglaise. Elle subirait une décote, comme on dit, en termes financiers. Risque très évoqué pour la City. La City ne serait plus cette espèce de grande gare de triage des produits financiers qu'elle est devenue depuis le Big Bang il y a un peu plus de 30 ans. Là aussi, c'est méconnaître ce qu'est vraiment une place financière. Une place financière, c'est aujourd'hui une masse critique de compétences juridiques et financières réunies en une localité déterminée et adossées, ce qu'on ne dit pas, à un ou plusieurs paradis fiscaux. Voilà ce qu'est une place financière. La City remplissant ces critères, on ne la voit pas subitement cesser de remplir cet office.
Risque de crédit pour le trésor public anglais et pour les emprunteurs anglais de façon générale. Pour l'instant, nous constatons que, comme les autres pays d'Europe, les taux extraordinairement bas qui sont de règle sur les marchés du crédit ne laissent pas prévoir un risque majeur. Donc je ne vois pas non plus que les gilts, c'est-à-dire les obligations du trésor anglais, se déprécient fortement en cas de Brexit. Et enfin, risque de fuite des investissements directs étrangers. Là aussi, il suffira d'attendre, de voir comment le gouvernement anglais négocie la normalisation de ses rapports avec l'Union européenne pour que les choses se normalisent. En revanche, il y a un risque que nous ne font pas méconnaître. Les marchés financiers sont irrationnels. Les marchés financiers offrent un paradoxe. D'un côté, ils vivent de l'incertitude. Bon. La spéculation, spéculer, c'est anticiper un événement aléatoire. La variation d'une action, la variation d'un emprunt, la variation d'une devise, la variation des matières premières, dans un sens ou dans un autre. On gagne de l'argent quand on a fait le bon calcul. Donc ces marchés vivent de l'incertitude. Mais en même temps, ils n'aiment pas trop d'incertitude. Et en particulier, ils n'aiment pas trop l'incertitude politique. Or, le Brexit se situe dans une situation particulière. La conjoncture économique mondiale est fragile, lente et fragile, slow and fragile, a dit Mme Lagarde, reflétant en fait l'analyse de ces économistes. Ce ralentissement provient du ralentissement chinois qui a commencé au printemps ou à l'été 2014, qui se répercute sur l'Asie industrielle, qui se répercute sur les pays producteurs de matières premières et à un moindre degré sur les pays producteurs de biens d'équipement tels que le Japon, l'Allemagne ou les États-Unis. Mais cela crée un processus lent et graduel de déflation que combattent aujourd'hui les banques centrales après avoir combattu 40 années durant l'inflation. Bon. Il n'est pas exclu que dans cette conjoncture, il y ait un orage important sur les marchés financiers en Europe. C'est la seule réserve que je fais. Alors, j'ajouterai, au terme de ce premier exposé, j'ajouterai que le Royaume-Uni joue un rôle déterminant dans la globalisation. C'est le pays libre-échangiste par excellence. Depuis 1846, abrogation de Carl Laws, c'est le pays libre-échangiste. Voyez ce qui se passe aux États-Unis à l'occasion des primaires. Pour la première fois et de façon tout à fait inattendue, 2 candidats font campagne sur le thème du protectionnisme. La sortie de l'Union européenne, de l'Angleterre de l'Union européenne retirerait un apôtre, un militant de libre-échangisme au système européen, voire au système mondial. Il ne faut pas dédaigner le problème. Alors, le deuxième point que je vais enjamber en 30 secondes, c'est qu'il y a certains Français, je pense au chroniqueur pro-américain Nicolas Bavrez, qui sévit dans le Figaro, ou à Mme Pécresse, nouvelle présidente de la région Île-de-France, nous dit c'est la chance ou jamais de faire de Paris une europlace financière. Bon. C'est ainsi que je l'ai indiqué tout à l'heure, on ne crée pas une place financière en un tour de main, il faut un long travail préalable, il faut pouvoir drainer les capitaux extérieurs. Bon, Londres bénéficie des pétrodollars, comme New York, bien sûr, mais nous n'avons pas les pétrodollars chez nous. Et il y a aussi cette nécessité d'avoir un paradis fiscal derrière nous. Nous ne l'avons pas. Donc laissons Valérie Pécresse, la charmante Valérie Pécresse, à ses rêves éveillés. Troisièmement, ça c'est le point essentiel alors que j'aborde, comment la France peut-elle bénéficier du vote qui interviendra le 23 juin, quel qu'il soit. David Cameron a ouvert une situation nouvelle avec l'accord étrange de ses 27 partenaires de l'Union européenne. Nous allons nous placer dans la première hypothèse, le oui. Le oui l'emporte. David Cameron a réussi sa négociation. Il a obtenu des avantages considérables sur différents points. Ainsi, il pourra, par exemple, point essentiel, et qui en France serait considéré comme xénophobe, il pourra ne pas accorder les prestations sociales aux ressortissants étrangers résidant dans le Royaume-Uni, y compris les résidents en provenance de l'Union européenne. Bon. C'est une chose énorme
que nous devons noter. Et en même temps, la possibilité de faire jouer le fameux opting out, qui a quand même été une protection essentielle pour la souveraineté non déclarée en Europe du Royaume-Uni. Eh bien, que pourrait faire le président français élu en 2017? Alors, est-ce que je pourrais l'appeler le président Huro, pour ne pas faire de peine à personne? Bon, je vous nomme président de la République, Roland Huro. Alors, que pouvez-vous faire dans ce cas-là? Eh bien, vous pouvez faire la chose suivante. Vous inversez l'ordre des facteurs. Vous demandez aux Français, en réactivant la procédure référendaire, c'est l'article 11 ou l'article 18, 19, je ne sais pas. 11, bien, très bien. L'article 11 de la Constitution, vous leur demandez un mandat exprès sur les points, les contraintes dont vous voulez voir la France exonérée. 1. Schengen. 2. Directive des services, évoquée tout à l'heure par Jacques Méhard, je crois. Et enfin, les problèmes de la politique industrielle et de la concurrence qui va à l'encontre des intérêts des entreprises européennes. Sur ces trois points essentiels. Je laisse de côté délibérément le traité budgétaire. Nous en reparlerons à la fin. In cauda venenum. Et vous deux, une fois munis de ce mandat exprès, vous avez simplement à présenter le résultat à Mme Merkel, chancelière allemande, encore en place, ou à son successeur, lorsqu'il sera désigné éventuellement en septembre 2017. Et vous lui posez la question de confiance. Êtes-vous prêt à accepter ces trois dérogations majeures aux règles européennes? Si elle ne l'accepte pas, ce qu'on pourrait appeler le Frexit, et que certains commencent à appeler le Frexit, s'impose de lui-même. Deuxième hypothèse. Le non l'emporte, alors là, votre position devient extrêmement forte. Il y a trois pays qui comptent en Europe, Angleterre, Allemagne, France. Si l'Angleterre sort, il n'y a plus... Alors actuellement, quand il y a un dossier important en discussion, si les trois pays sont d'accord, tout le monde suit derrière. Espagne, Italie, Pays-Bas, et tout le monde suit les trois pays dirigeants. Donc, il n'y aurait plus que deux pays, on se retrouverait en tête à tête avec l'Allemagne. Vous pouvez, à ce moment-là, à partir de cette position extrêmement forte, négocier sur deux points, soit pour réaménager la position de la France, soit pour simplement faire casser le moule de l'Europe intégratrice et orienter cette Europe vers un système plus coopératif, ainsi que plusieurs orateurs l'ont évoqué. Alors, j'en terminerai avec d'ultimes considérations. On nous dit, c'est récent, mais c'est bizarrement pas dans les médias, dans le débat politique médiatique. Il est désormais question de transférer les ministères des Finances de la zone euro vers l'échelon central européen, vers Bruxelles, et par conséquent vers Berlin. Bruxelles, c'est Berlin, aujourd'hui. Bundesrepublik über alles. C'est le titre d'un article que j'ai écrit il y a 2 ans. À la faveur de la crise de l'euro, l'Allemagne a pris la prééminence en Europe. Donc, le problème est le suivant, c'est qu'il semble bien que la majorité des républicains, les centristes, là va de soi, et la majorité des socialistes aient d'ores et déjà entériné ce projet. Le gouverneur de la Banque de France, Villeroy de Galhau, récemment désigné par François Hollande, s'exprime chaque semaine en faveur de ce transfert. C'est la fin de l'État français. Le nerf de la guerre est transféré à Berlin. Nous devenons officiellement des collaborateurs de la puissance allemande. J'ose dire collabo, bien sûr, pour ne pas réveiller les démons du passé. Bon. Mais nous allons bien au-delà du traité budgétaire. Bien entendu, qui nous laisse encore le moyen de piloter notre machine tant bien que mal. Voilà. Et c'est à l'horizon. Il n'est pas exclu que les choses se concrétisent vers la fin de l'année. Auquel cas, vous imaginez la campagne présidentielle avec cette espèce d'énorme hausse au milieu. Alors, là, vraiment, si vous avez un rôle à jouer, c'est d'essayer de demander aux médias d'ouvrir le débat. Il n'est pas normal qu'il ait écarté. Le débat aujourd'hui, ce sont les inondations, bien sûr, et c'est l'euro, le championnat d'Europe des nations. Il n'y en a pas d'autre. Bon. Alors, donc ça, c'est un point essentiel. L'État créé à partir de Philippe Auguste, il y a 8 siècles, cesserait d'exister dans les faits. Cela semble accepté par la grande majorité de notre classe politique représentée au Parlement.
Alors je vous demande donc de vous mobiliser là-dessus et de commencer à tirer à vue sur les partisans de l'anéantissement de l'État français. Merci.